La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ensemble de troubles que l'on entend souvent nommer, mais que l'on comprend rarement en profondeur. Les troubles 10. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, ces termes sont devenus familiers, mais ce qu'ils recouvrent reste flou, y compris pour les enseignants, les parents et autres professionnels. Et pour les enfants concernés, c'est souvent un parcours d'obstacles. Incompréhension, échec, épuisement, alors qu'il existe des solutions. Dans cette chronique, nous allons détailler ces troubles, comprendre leur impact et surtout explorer comment les repérer, les comprendre et les accompagner concrètement. Alors finalement, qu'est-ce que sont les troubles 10 ? Ce sont des troubles du neurodéveloppement qui sont spécifiques. Les troubles 10 ne sont pas une maladie. Ils apparaissent dès l'enfance et concernent une ou plusieurs fonctions cognitives, le langage, le geste, le calcul ou l'attention. Ils sont reconnus par la Haute Autorité de Santé, par le Manuel diagnostique des troubles mentaux et la Classification internationale des maladies. Ils sont durables, mais peuvent être compensés avec des aménagements adéquats. Ils ne sont pas dus à un manque d'intelligence, ni même un manque d'éducation, ou bien un manque de motivation ou de volonté. Ils sont liés à un développement neurologique différent. Alors nous allons faire un petit tour d'horizon de ces principaux troubles 10. Tout d'abord la dyslexie, le trouble spécifique du langage écrit. Les personnes avec une dyslexie vont présenter une difficulté à identifier les mots écrits, à les lire correctement et rapidement. La dyslexie peut s'accompagner d'une dysorthographie et les symptômes qui vont être présents sont surtout la lenteur, les erreurs, les sauts de mots, l'inversion des lettres. En conséquence, l'élève va être fatigué, il va souvent rejeter la lecture et son estime de soi va baisser. Parlons maintenant de la dysorthographie, le trouble de l'orthographe. Ce trouble affecte la transcription écrite des mots. Problèmes d'accord, omission, confusion de sons, voici les erreurs qui peuvent être faites par une personne présentant une dysorthographie. Elle peut apparaître isolément ou bien en lien avec une dyslexie. La dyscalculie, quant à elle, est un trouble du nombre et du raisonnement mathématique. La personne va présenter une difficulté à comprendre la notion de quantité, les relations numériques, les opérations et va souvent, fréquemment, présenter des troubles visuo-spatiaux. Enfin, la dyspraxie ou trouble d'acquisition de la coordination va rendre difficile la planification, la coordination et l'automatisation des gestes. La personne, enfant ou adulte, a envie d'écrire, mais elle va présenter une incapacité à suivre le rythme. Elle va peut-être présenter une maladresse, une lenteur et une fatigabilité. Ça peut impacter différents aspects, mais notamment l'orientation spatiale, l'habillage et la manipulation. Les profils 10 sont assez complexes. On retrouve de fréquentes comorbidités telles que le TDAH que nous avons déjà abordé, mais aussi les troubles anxieux, les troubles du langage oral ou les troubles du regard, les troubles visuo-spatiaux. La souffrance scolaire peut être importante, même si ce n'est pas toujours le cas. On retrouve des personnes qui sont fatiguées, qui se sentent impuissants, qui se sentent en échec et qui peuvent adopter des stratégies d'évitement. Le diagnostic, malheureusement, est souvent tardif. Les enfants vont compenser longtemps. Beaucoup sont diagnostiqués seulement au collège ou peu avant leur entrée. Et beaucoup culpabilisent en se disant qu'ils font tous les efforts du monde sans y arriver et ne comprennent pas pourquoi ils sont si différents. Un bon diagnostic va reposer sur un bilan pluridisciplinaire avec des professionnels formés et habilités à faire passer des tests spécifiques qui vont permettre d'orienter le diagnostic. On retrouve parmi ces professionnels les orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes ou neuropsychologues. Et
Je dirais même qu'il n'est pas essentiel d'attendre le diagnostic pour proposer un accompagnement, bien que le fait d'avoir un diagnostic va permettre d'avoir un accompagnement encore plus adapté, mais dès lors qu'on a un doute, dès lors que l'enfant a une difficulté, ne pas hésiter à proposer des aménagements, notamment des supports visuels, des schémas, des pictos, différentes couleurs, des tableaux, proposer aussi des aménagements pédagogiques, ça peut être du temps supplémentaire, le fameux tiers-temps, proposer des consignes orales ou des consignes simplifiées, mettre en place, si nécessaire, des outils numériques, comme par exemple l'utilisation d'ordinateurs, de tablettes, la dictée vocale, un prédicteur de mots, un clavier ergonomique. Et puis, on peut aussi tout à fait proposer des dictées à trous ou bien des QCM, des documents avec orthographe adaptée qui vont permettre aussi de moins fatiguer l'élève. Au lieu de recopier l'intégralité d'une page de texte, on va pouvoir lui proposer de remplir uniquement certaines cases, certains trous dans certaines phrases et ça va être beaucoup moins fatigant pour lui. Alors ces aides ne sont pas de la triche, ce sont des compensations nécessaires. Je prends un exemple. Diriez-vous qu'une personne qui a des lunettes est en train de tricher en conduisant ou de tricher en faisant ses courses ou de tricher dans n'importe quel autre environnement ? Eh bien non, parce qu'on a l'habitude de voir des personnes avec des lunettes. Sans lunettes, la personne ne pourrait peut-être pas ni conduire, ni aller faire ses courses, ni remplir un papier. Donc, les lunettes ne sont pas de la triche, mais c'est une adaptation, une compensation nécessaire. Pour les élèves présentant des troubles 10, c'est exactement la même chose. Sans ces compensations, elles ne sont pas toujours en capacité de compenser par elles-mêmes. Ce n'est donc pas de la triche, c'est vraiment l'aménagement d'un environnement qui leur conviendrait mieux. Il est important, bien sûr, de revaloriser l'enfant, de mettre en avant ses forces cognitives, le fait peut-être qu'il a une pensée intuitive, qu'il est créatif, qu'il a une bonne mémoire visuelle. Il est important aussi de valoriser ses efforts et les stratégies employées bien plus que le résultat, parce que le résultat n'est pas toujours celui attendu, n'est pas toujours, entre guillemets, bon. Pour autant, les efforts sont parfois astronomiques, et si on ne valorise que le résultat et jamais les efforts, l'enfant va vite se décourager. On va aussi oser modifier les objectifs scolaires sans renoncer à l'ambition. Le but, c'est vraiment de s'adapter et de ne pas être vraiment catégorique et strict sur ce que doit faire l'enfant par rapport à ce qui est noté sur un papier, par exemple. Un exemple, un enfant dyspraxique peut briller à l'oral, mais un élève dyslexique peut exceller en arts ou en sciences. Si on adapte vraiment l'environnement et la façon de réaliser les contrôles, les devoirs, on peut vraiment être surpris des capacités de ces élèves si on leur laisse la possibilité de faire différemment. Outiller les familles, c'est également indispensable, notamment expliquer le diagnostic et rassurer. C'est pas une fatalité, ce n'est pas une étiquette et justement, en sachant exactement ce qu'a l'enfant, on va pouvoir avancer et lui proposer des aménagements et des outils adaptés. C'est important aussi de créer une équipe autour de l'enfant. Enseignants, AESH, professionnels de santé, toute personne qui sera en mesure de l'aider. Et puis, on va aussi prévenir le syndrome de l'enfant tiroir. C'est un syndrome assez méconnu, mais qu'on va plutôt utiliser quand même assez fréquemment en classe. On ne range pas l'enfant dans une case. On adapte le tiroir à sa forme. Alors, c'est pas toujours simple, mais c'est pas impossible non plus. Et puis, on mobilise un réseau de professionnels. On va réaliser un projet d'accompagnement personnalisé pour noter tous ces aménagements. On peut lui proposer un soutien orthopédagogique, un soutien en ergothérapie, des outils de remédiation. L'idée, c'est vraiment de répondre à ses besoins. Les enseignants ont aussi un rôle clé, c'est eux qui vont observer, transmettre et ajuster. Alors ça peut se faire bien sûr après le diagnostic, mais surtout en amont, quand on observe que quelque chose est un petit peu différent, c'est important de pouvoir échanger avec la famille pour qu'un suivi ou qu'un bilan soit rapidement proposé et qu'ainsi on sache comment accompagner cet enfant. Alors je dirais quand même pour conclure que les enfants 10 sont intelligents, pour ne pas dire très intelligents, motivés et curieux. Ils apprennent simplement autrement. Et cet autrement doit être pris en compte et pas ignoré. Il ne s'agit pas de les suradapter, mais de créer une école plus souple, plus diversifiée, plus équitable. Pour eux et pour tous les autres. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étincelle dans la chronique de Chloé.
C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.